Bienvenue à tous sur Bulle Eco TV avec pour démarrer une spéciale Halloween. Je m'appelle Jimmy Clark. Je suis Eva Taylor. D'accord. Donc, ce soir au programme, on va démarrer avec les bons plans d'Halloween. Le JT suivi de la météo. Oui. Et quelques pubs, quelques sketchs. Une émission culinaire. Également. Et enfin, nous allons terminer ce programme spécial Halloween par quelques jeux vidéo et films d'horreur dans l'émission culturelle. Et ouais. Et maintenant les bons plans, c'est ça? Et maintenant, les bons plans. Le magasin existe depuis 1912, donc ça fait 103 ans. Une centaine de différents, à savoir 30 environ pour les hommes, une quarantaine pour les femmes et 35 modèles différents pour les enfants. Et généralement, les hommes aiment les choses qui font vraiment peur, qui sont très réalistes. Les femmes cherchent plus des choses sexy. On a beaucoup de maquillage, du faux sang, du maquillage blanc. On a aussi des lentilles de contact, ce qui a de plus en plus de succès. Puis on a plein de décos, des masques, un peu de tout, pas seulement des costumes. Chaque année, les gens viennent de plus en plus tard à Halloween, donc c'est vers le 30, le 31 que là vraiment il y a le plus de monde qui vient dans le magasin. L'année passée, le 31 octobre, on a eu entre 3 et 4 000 personnes. Si j'ai un conseil à donner aux étudiants de l'ULB, c'est de profiter de la semaine tampon pour venir plutôt le lundi ou le mardi. Le 31, on fermera quand il n'y aura plus personne, c'est-à-dire probablement vers 19 h. Au départ, on commence par visiter le NAF, le musée d'art fantastique, qui est un véritable cabinet de curiosité avec plein de monstres, plein d'objets hétéroclites sur le fantastique. Et pendant la période d'Halloween, il y a une énigme à résoudre à la recherche des crânes perdus. Donc il y a 8 énigmes à résoudre, et si vous résolvez votre énigme, bien sûr, après votre diplôme de sorcier, de sorcière. Voilà. Et puis il y a d'autres formules, la formule aventure, vous pouvez prendre le petit train dans le champ d'araignée qui fait peur, avec aussi une partie du texte qui explique c'est quoi la feuille d'araignée, qu'est-ce qui fait peur, les squelettes, les araignées, les chauves-souris, les balais, pourquoi les balais. Voilà, ça c'est un petit peu toutes les lignes du festival. Et alors le 31, bon là à partir de 17 h, c'est dans le parc Pyrrhus. Et bon, le feu d'artifice évidemment, c'est gratuit. Donc voilà, amusez-vous. Faites-vous peur. Et puis Halloween! Eh ben, c'était magnifique ces bons petits plans. Ah, ces festivals, ces petites soirées d'Halloween. Ouais, enfin, tout est relatif. Hein. Non, enfin, tu vas pas me dire, ça t'intéresse pas, ça t'intéresserait pas de qu'on aille ensemble à une petite soirée d'Halloween comme ça? La pub. Non, mais juste une petite soirée Halloween, pas... La pub. Allez, sérieux.
La pub! Arrachées à leur terre d'origine, elles voyagent sans savoir où elles vont. Elles sont trimballées sur des kilomètres et franchissent les obstacles. Elles doivent souvent passer la nuit seules, dehors dans le froid, abandonnées sur le bord de la route. Si comme nous, vous trouvez cette situation intolérable, soutenez la fondation Happy Pumpkin en effectuant un don. Happy Pumpkin se charge de trouver un foyer à toutes les citrouilles dans le besoin, les faisant passer de solitaires et démunis à heureuses et épanouies. Et si vous avez de la place sur votre porche, pourquoi ne pas faire une bonne action et accueillir une famille pluriethnique chez vous? Fondation Happy Pumpkin, parce que tout le monde mérite d'être accueilli. Soutenez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, le JT, suivi de la météo. Enfin, quelque chose d'intéressant, hein, de dire... Qu'est-ce que tu fais? Bah, je m'amuse. On peut travailler en s'amusant. Bon, oui, le JT. Halloween est au départ une fête anglo-celte d'origine irlandaise. Elle correspond au Nouvel An celtique, célébré le 31 octobre. Elle annonçait la fin de la saison du soleil et des récoltes. Il y a environ 3000 ans, le calendrier des Celtes s'arrêtait le 31 octobre au lieu du 31 décembre. Et cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort, Samhain, qui revenait sur terre visiter les vivants et rassembler les morts de l'année pour leur révéler leur sort. Elle, la mort, marquait le début du cycle hivernal, celui des ténèbres, du froid et du sommeil. La fête, appelée dans le langage celtique Samhain, était considérée comme point de rencontre entre les ténèbres et la lumière dans leur lutte éternelle. Au cœur de la nuit, les druides allumaient un feu sacré sur l'autel afin d'honorer Min, le dieu du soleil. Ce feu servait aussi à chasser les mauvais esprits portés par les ténèbres. Le nom Halloween vient de l'anglais All Hallows Eve, littéralement The Eve of All Saints Day, et peut se traduire comme la veillée de la Toussaint. En ce dernier jour de l'année, on supposait que les esprits pouvaient rendre visite à des proches vivants. Pour éviter que les fantômes les hantent, les vivants mettaient sur leurs portes des décorations effrayantes, mettaient à leur disposition des dons alimentaires et se déguisaient comme les créatures magiques et terrifiantes pour les effrayer et les tenir au loin. Au fur et à mesure que la culture chrétienne prenait la place de la culture celtique en Europe continentale et que les cultes celtes commençaient à disparaître de la France, les rituels chrétiens de célébration des morts ont pris la place dans le sens commun et dans les termes des symboles celtes. Pourtant, les pratiques dévoilées du paganisme et assimilées au christianisme sont restées plutôt similaires. C'est au cours du 8e siècle que les papes Grégoire III et Grégoire IV ont institué la Toussaint le 1er novembre, en opérant un syncrétisme avec la fête de la Samhain. Dans une allure de syncrétisme entre animisme et monothéisme, la fête du Samhain est devenue la fête de la Toussaint, lors de laquelle les croyants chrétiens
célèbrent leurs morts dans les cimetières en leur rendant hommage avec les lumières, les fleurs et les prières. Les esprits de l'autre monde sont devenus les esprits des saints, et la force à combattre ne sont plus les ténèbres, mais le diable qui essaye dans cette nuit de rentrer sur la terre et amener le chaos. Bien que l'Église catholique ait pris la place des rituels celtiques en Europe continentale, les coutumes populaires de la Samaïne ont continué de se développer en Irlande et en Écosse. Lors de l'immigration massive des Irlandais pendant le XIXe siècle, la fête s'est enracinée en Amérique du Nord en devenant fête nationale vers la fin du même siècle. D'abord une fête anglo-celte, lors de la colonisation de l'Amérique du Nord, Halloween est devenu un symbole de l'émancipation états-unienne. On ne dit pas ça pour faire l'apologie de la commercialisation ou de la spectacularisation, mais selon les experts d'Halloween, si dans un premier temps, les Américains, pour se rebeller, ne veulent rien avoir à fêter comme les Anglais, lors de la déclaration d'indépendance, ils ont pris la fête d'Halloween comme manière de se distinguer d'eux. Aujourd'hui, Halloween est essentiellement la fête des enfants. Ils se déguisent encore en diables, fantômes, sorcières, vampires et squelettes. Les maisons sont décorées aux fenêtres et aux portes, toujours en rapport avec la coutume. Les chauves-souris, chats noirs, hiboux, sorcières, mais surtout de potirons sous toutes ses formes. L'une des activités les plus amusantes de la nuit d'Halloween est le jeu de trick or treat, les friandises ou les mauvais sorts. Les enfants, en groupe, vont de porte en porte réclamant les bonbons et les friandises. S'ils ne reçoivent pas ce qu'ils veulent, alors ils vont se venger sur la maison, tout comme les mauvais esprits. Or, le moderne trick or treat n'est pas très différent du rituel utilisé dans la tradition celtique pour se défendre des mauvais esprits. Malgré son origine irlandaise et celtique, Halloween a été interprété et assimilé dans la culture populaire de différents pays européens. La tradition a été réinventée et mélangée à ce qui, dans le folklore, était attribué au mythe du culte des morts. Ou plutôt, comme l'on peut constater en Europe, et plus particulièrement en France, en Belgique et en Allemagne, la Toussaint a été construite comme fête nationale ou jour férié, où on célèbre les morts publiquement devant les monuments des morts ou devant les tombeaux dans les cimetières. La tradition chrétienne ou païenne, en tout cas religieuse et liée à la spiritualité, est devenue un symbole de propriété nationale, en tout cas dans sa formalité. Le cadre familial revient dans les pratiques informelles faisant partie d'une culture qui échappe au dogme et qui change sans interruption. Prenons par exemple la Belgique. En toute simplicité, il y a coutume d'allumer à la fenêtre des cierges pour commémorer les morts proches pendant la nuit d'Halloween. Cette pratique se rapproche à un état privé, trempé d'intimité. En France, Halloween a une âme bien plus commerciale. Elle a été importée par la culture américaine et est devenue à la mode dans les années 90. Elle est donc imprégnée de symboles importés de l'Amérique, et non comme culte des morts, mais comme occasion pour célébrer un jour férié. Et en plus, l'introduction de la fête dans le répertoire de célébration française a changé les habitudes culinaires des Français. On a introduit le potiron.
Quelque chose de vraiment effrayant est ce qui se passe en République tchèque, où l'on met autour d'un feu une chaise pour chaque membre de la famille vivant et une pour chaque membre mort. Dans ce rituel familial, le but est de faire réunir la famille une autre fois sur la terre. En Autriche, la nuit d'Halloween est considérée comme magique, enchantée, et ceux qui y croient laissent du pain, de l'eau et une lampe allumée sur la table. Ainsi, les âmes des morts seront accueillies dans les maisons des familles. En Allemagne, enfin un truc bizarre. Les Allemands cachent les couteaux de leur cuisine, au cas où les fantômes retournant de la terre des morts voulaient les agresser pendant la nuit. Chaque pays a ses propres coutumes. Des festivals de la mort ressemblent à Halloween, mais pourtant ils ne se fêtent pas tous pendant la même période. Halloween est vraiment partout, même en Chine. Que dire d'un pays qui fait étalage de communisme, mais en vrai essaye, dans son anticonformisme, de se conformer aux stimuli américains. Malgré ce gouvernement schizophrénique, les Chinois ont gardé part de leur tradition bouddhiste dans le culte des morts. En chinois, la fête est connue comme Tengchi, ou le festival du fantôme affamé, une nuit dans laquelle les esprits des morts reviennent au monde des vivants en suivant la lumière des lanternes et des feux de joie laissés dans le ciel par les vivants. De l'eau et de la nourriture sont mises devant les photos des morts comme offrande. Les tables sont préparées et les chaises laissées vides pour permettre aux fantômes de manger. Enfin, pour permettre aux esprits dont le corps n'a pas été enterré de ne plus vaguer dans le monde. Des bateaux de la loi en papier sont construits et puis brûlés pendant le soir. Les gens se mettent les robes traditionnelles chinoises ou des armatures selon le degré social et le rang. Et puis, les gens ne se plongent pas dans l'eau parce qu'ils croient que les fantômes s'y cachent. En Amérique du Sud, il y a des dizaines de traditions comme celle d'Halloween, surtout répandues comme des carnavals d'exorcisme, du mal, du diable, de la vie quotidienne. En Bolivie, par exemple, ils fêtent le carnaval de Oruro, d'origine précolombienne, près de la population pré-inca des Uru. Il s'agit d'un festival dansant pour fêter la déesse Pachamama, la mère terre, et son opposé, le diable Tiosupai. La partie principale de cette fête est la danse avec les diables, une parade de 20 heures qui voit les gens déguisés comme des démons. Elle est appelée la Diablada. Une région du monde qui est très créative dans différentes fêtes ressemblant à Halloween est l'Amérique du Sud, dont le Mexique est l'un des exemples les plus complexes. Déroulée sur 3 jours, la fête est à caractériser par la joie. Les familles des morts les commémorent avec de la bonne nourriture et des boissons. Évidemment, de la tequila est à l'ordre du jour. Chandeliers, pique-nique, convivialité et fleurs accompagnés des photos en la mémoire des défunts. Un passage par l'acceptation du cycle de la vie, d'interaction entre les morts et les vivants. Lorsque la tradition américaine s'imposa, il subsista en octobre un symbole aztèque, attendu comme porteur de bonne foi. Le papillon monarque se pose sur les arbres de Oyamelfir et emporte avec elle les esprits des morts. Pendant Halloween, quasiment tout Bruxelles se déguise. Quelques vitrines sont décorées avec les symboles d'Halloween les plus connus. L'orange, le noir, les animaux de la nuit et les sorcières ont envahi les boutiques de la ville.
Ainsi, nous sommes entourés par des images que nous sommes familières. Tous ne sont pas d'accord avec cette manière d'interpréter le jour des morts. En effet, une boulangère a reçu une lettre qui proteste contre les décorations de sa vitrine en lui demandant de tout enlever. Considérées comme outrageuses, les décorations seraient une tentative de lier les enfants avec la mort et la violence. La médiatisation n'a-t-elle pas influencé l'interprétation réelle de la signification des symboles d'Halloween? Nous voulons briser cette glace et calmer vos esprits avides de connaissances. Et pour le faire, nous avons interpellé certains étudiants pour avoir leur avis. Donc, pour commencer, quelle est la vraie histoire de Jack-o'-lantern? La connaissez-vous? Un homme irlandais nommé Stiggin Jack, alcoolique et farceur, a réussi à énerver Dieu et le diable. À sa mort, ni le paradis, ni l'enfer ne voulaient de lui. Il était donc bloqué, errant tout autour de la terre. Cependant, il transportait un navet évidé avec une bougie dedans pour éclairer le chemin. Et pour l'empêcher de rentrer dans leur maison, les Irlandais mettaient devant leur porte et autour de leur maison de terrifiants Jack-o'-lantern en forme de pommes de terre gravées, car en Irlande, il n'y avait pas encore de petits ronds. C'est seulement à partir de l'immigration irlandaise et écossaise en Amérique que le petit rond est devenu le légume d'Halloween. Vraiment, j'adore les histoires quand il y a une réadaptation des formes culturelles et des rites en fonction du milieu dans lequel on se trouve. Moi je suis vraiment partisan de ça. C'est pour ça que j'aime bien par exemple des fêtes comme Halloween, qu'on peut intégrer des aspects de ça, d'une culture qui est venue d'ailleurs. Savez-vous pourquoi les sorcières battent sur un balai? L'image moderne, et que vous connaissez tous de la sorcière sur son balai, a été inspirée par la vision moyenâgeuse d'une femme, amoureuse des plantes, qui avait fait de son balai un usage bien particulier. Elle l'enduisait d'une plante hallucinogène, l'ergot, et puis la passait sur ses zones intimes pour se donner des orgasmes. Et comme ça, en étant une activité seulement féminine, elle a été accostée aux pratiques des sorcières. Et donc, voilà, elle se donnait du plaisir sans le besoin des hommes. Néanmoins, avoir un orgasme, c'est un peu comme voler, non? Alors, on vous a étonné? Tout cela, je suis sûre que vous ne le saviez pas. Absolument pas. Est-ce que ça me donne envie d'être une sorcière maintenant? Non, plus trop. Et du coup, c'est comme Quelle ça. bande de coquines. C'est un complot Vagilinati. Ouais, donc les sorcières étaient des grosses infos. Grosses infos. En tout cas, vu la manière dont se représentent les sorcières, ça fait pas spécialement envie, hein, parce que la vieille est folle avec ses cheveux dans tous les sens. Faudrait qu'on change cette image. Faudrait changer un peu l'image pour la rendre un peu plus sexy, parce qu'en l'état actuel, c'est pas incroyable. C'est grand-mère d'infos non merci quoi. Halloween est la période des farces et des frissons. Cependant, il arrive que ces plaisanteries prennent un tour cauchemardesque, voire morbide. En effet, certaines personnes se servent de figures de films d'horreur ayant terrorisé notre jeunesse afin de commettre des farces plus que douteuses. On se souvient encore de clowns agressifs qui, durant la nuit d'automne 2014, harcelaient les passants et les terrifiants. Ces phénomènes, venant des USA, risquent de se reproduire encore cette année, et nous vous conseillons donc de rester prudents durant vos virées nocturnes. La tendance des gens de se déguisant en joker ou grippe sous le clown semble revenir à la mode, et Noru semble déjà être proie de ces plaisanteries masquées. Donc prudence et restez sur vos gardes. Nous sommes allés demander dans une boutique de déguisement leur avis sur le phénomène. Oui, il y en a eu beaucoup aux États-Unis il y a 2 ans à peu près. Bon, il y en a sûrement encore maintenant. Et bon, ça se demande beaucoup aussi dans le magasin. Il y a plus de demandes, évidemment,
Les gens demandent des clowns tueurs, des déguisements. Ok, d'accord. Bon, c'est nous autres, bon, ça a à voir avec Halloween aussi, hein, donc comme Halloween, c'est déjà tout ce qui est affreux et tout ce qui est laid, ça c'est ce que les gens préfèrent. On n'est pas toujours des masques de clowns, parce que quand on les a, ils partent vite. D'accord. Donc souvent à la période en dehors d'Halloween, on les a pas toujours. Ok. Mais bon, c'est comme tous les articles, hein, ça se demande, c'est nous autres, tout ce qui est Halloween, ça se demande toute l'année, hein, donc on vend ça toute l'année. Ok. Mais ce phénomène est médiatique ou réel? Est-ce que les farces que nous voyons dans les vidéos publiées sur Internet et diffusées par les vidéos sont-ils de la réalité? Néanmoins, il ne s'agit pas des seuls contre-coupes d'Halloween. Il existe des cas plus sordides comme mettant en scène des meurtres. On a par exemple le cas aux États-Unis, le cadavre d'une femme qui a été accrochée à un grille que les passants prirent durant plusieurs jours pour une décoration d'Halloween. Ces macabres anecdotes ne sont malheureusement pas isolées. Il est donc intéressant de se demander pourquoi d'aussi tragiques événements ont-ils lieu durant les nuits d'Halloween, et qu'est-ce qui pousse les gens à d'aussi macabres mises en scène. Nous avons ainsi demandé l'avis des étudiantes. Genre des gars qui se déguisaient en clown et qui faisaient semblant de poursuivre les gens. Et puis il y en a d'autres qui étaient encore en mode sérieux, c'est assez bizarre. Non, je me suis déjà déguisé en clown une fois pour faire peur à une pote qui a la phobie des clowns, donc ça c'est amusant. Ouais, ma copine a aussi la phobie des clowns. Ouais non, les clowns, ils foutent un peu les boules. Le pire c'est le McDonald's, mine de rien. Ouais, les clowns McDonald's. Lui en a tué beaucoup, Et c'est une question que Halloween encourage la violence ou quoi que ce soit, parce que... Enfin, après, on peut trouver mille et une raisons qui encouragent la violence, à part Halloween. C'est pas ça, c'est que... c'est juste le rapport à cette fête doit juste être nuancé, doit être changé. Voilà. Ces actions, alors, sont influencées par des raisons qui vont au-delà de la nuit d'Halloween. Mais il est certain que les gens profitent de l'atmosphère suspecte d'Halloween pour diffuser la peur. Ne vous faites pas surprendre, et faites attention alors. Et rappelez-vous que ce que l'on voit dans les vidéos n'est pas toujours la vérité. Il est certain qu'Halloween est un grand business et qu'il a changé pendant son évolution. Le marketing qu'il y a derrière favorise une diffusion presque identique dans les pays occidentalisés. Et pourtant, la tradition festive, conviviale, elle va de plus en plus disparaître, non plus à cause de la commercialisation, mais plutôt à cause de l'apathie et de l'individualisme qui nous entoure de plus en plus. Le changement de notre système alimente la peur des roues, la division et la distance dans les rapports sociaux. Et maintenant, par exemple, sur Bruxelles, il n'y a plus assez d'enfants qui se baladent dans la rue pour demander des bonbons et des personnes qui décorent leur maison. Et c'est là, pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une sorte de désenchantement, une hyper-rationalisation du sacré? Le matérialisme commercial peut-être? Mais non. Malheureusement, la réponse n'est pas que dans les contraintes de la société, mais elle réside aussi dans la culture de l'éloignement, dans la perte de la proximité et du partage, de la confiance et de la nécessité de toutes ces valeurs pour vivre le monde avec les autres. Certaines personnes aujourd'hui pensent avoir la possibilité de vivre seulement comme des individus solitaires, alors que la variété de la vie est dans le vivre ensemble. Et c'est là que l'on recrée les fêtes et les traditions et que l'on vit, dans les moments de partage. Celui d'Halloween comme d'autres fêtes. Elle nous rapproche dans l'espace et dans le temps, et nous rappelle de vivre. Nous avons pu voir qu'autour de la célébration d'Halloween, le temps a créé des changements dans les pratiques et une homologation des significations dans les pays occidentaux.
Et pourtant, Halloween tant que tel n'a pas de prétention universelle, car on constate, à l'instar des pays du monde, que dans leur diversité, il y a une unité de fond dans le culte des morts. Merci. Madame, Monsieur, bonsoir et joyeux Noël. Ce soir, nous allons avoir une atmosphère éclairée qui n'empêchera pas les reines dans leur voyage avec le Père Noël. Oui, Régie, dis-moi, je vous écoute. Ah, n'est pas Noël? Ah, et c'est quoi alors? Halloween? Ah, d'accord, je comprends. Oui. Et voilà, c'est Halloween alors. Ah, il y a des brouillards, des fantômes partout, des vampires, etc. D'accord. Bon, alors, ce soir, nous allons avoir un brouillard assez intense et une pleine lune qui éclairera votre nuit de peur. Ce soir, nous prévoyons aussi des loups-garous qui vont sortir dans les rues. Faites attention. Ne les nourrissez pas car ça peut les exciter. Et ce soir aussi, faites attention aux vieilles noires. On dit vêtues de noir. Merci. Alors, où j'étais? Ah oui, faites attention aux vieilles femmes vêtues de noir, car elles ne sont pas toujours de bonne foi. Les jours d'après, vous pourrez vous retrouver dans un cercueil de cristal et perdre le nord. Eh bien, ce soir, tout est prêt pour une soirée effrayante. La température va de respire la mort et aussi à brise de glaciale sur le cœur. Et aussi, de temps en temps, ça peut varier à cris de terreur lors de l'apparition d'un fantôme. Eh bien, c'est aussi la bonne soirée pour faire sortir les cendrillons qui sont toujours à bosser sur le livre. Parce que ce soir, la disponibilité de ces citrouilles carrosses est assez riche. N'attendez pas le prince charmant, écoutez-moi, prenez le premier vampire qui passe. Eh bien, on prévoit aussi assez de trafic dans le ciel parce qu'il y a un meeting de sorcières au cimetière Pixel. Nous prévoyons aussi des roues pleins de chats noirs et de chauves-souris. Et je vous remercie pour m'avoir écouté. Écoutez-moi. Sortez habillés, couverts. And this is my Bon, je crois qu'on va passer au pub. Yeah. C'est Halloween et vous êtes d'humeur farceuse. Pourquoi ne pas piéger une personne de votre entourage en lui offrant le tout nouveau dentifrice de notre gamme? Oui, ce dentifrice-là. Denfétide. Denfétide est un dentifrice révolutionnaire aux extraits de spiruline qui laissera une marque indélébile sur vos dents. Oui, nous avons bien dit indélébile. C'est-à-dire qui ne partira pas. Jamais. Vous pouvez toujours essayer. Encore. Et encore. Et voici ce à quoi ressembleront vos dents après seulement un brossage. Denfétide, le cadeau idéal pour Halloween. Denfétide n'est pas un médicament, mais bien lire la notice. Moi, ça me donne toujours faim. Et qui dit Halloween dit cuisine d'Halloween. Ah, bien sûr. Cuisine effrayante, n'est-ce pas? Alors, voyons les bonnes idées de recettes d'Halloween qu'on vous a préparées. C'est parti!
tous. Vous organisez une fête pour Halloween et vous avez besoin d'idées de recettes? Nous vous avons préparé ici quelques desserts, quelques plats dont nous allons vous expliquer tout de suite la préparation. Alors pour commencer, nous avons la tarte au potiron. Commencez par mettre votre potiron une trentaine de minutes dans une casserole pour bouillir, jusqu'à ce qu'il soit bien mou. Fouettez ensuite 3 œufs et 120 g de sucre brun ensemble. Incorporez-y peu à peu 12 centilitres de miel liquide, 35 centilitres de crème, puis avec le potiron déjà bouilli, faites de la purée et mettez-en 420 g au mélange initial. Ajoutez une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de noix de muscade et une fois le tout bien homogène, versez la préparation dans un moule recouvert de pâte brisée. Enfournez dans un four chauffé à 170 degrés pendant une trentaine de minutes. Laissez bien refroidir avant de servir. Nous avons ensuite les bananes fantômes, les mandarines citrouilles et les yeux litchi. Pour les bananes fantômes, coupez une banane en deux. Mettez des grosses pastilles de chocolat pour faire la bouche et 2 petites pour faire les yeux. Pour les mandarines citrouilles, épluchez simplement vos mandarines et ajoutez-y un petit morceau de céleri branche ou de n'importe quel autre légume vert pour faire la queue de la citrouille. Pour les litchis yeux, prenez des litchis dénoyautés et insérez-y des petits raisins pour faire les yeux. Ensuite, nous avons la citrouille qui vomit son guacamole. Videz votre potiron et creusez-lui des yeux et une bouche. Disposez ensuite le guacamole de façon à ce que l'on pense qu'il sorte de sa bouche. Puis, sur le côté, posez des chips ou tout autre biscuit apéritif. Et puis, si jamais vous avez envie, vous pouvez faire un cocktail couleur de sang pour ce qui est boisson. Voilà, j'espère que nos conseils pourront vous aider pour faire une soirée réussie. Et joyeux Halloween! Ça a l'air super bon tout ça, non? Ça va? Tu vas bien? Ça va? Dis, les jeux vidéo, t'aimes bien ou moins? Non. Même les jeux vidéo l'aiment pas. Eh ben nous, en tout cas, nous n'avons pas oublié les gamers ce soir, puisqu'il y a plein de bons jeux spécial Halloween pour vous. Salut à tous, et bienvenue dans ce premier épisode d'Attrape ton joystick. Aujourd'hui, pour l'approche d'Halloween et aussi pour coller à la thématique, nous avons choisi de piocher parmi la ribambelle de jeux d'horreur sortis ces dernières années et de vous présenter l'enfant issu de la collaboration entre Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil, et le studio Bethesda Softworks, The Evil Wyvern. Dans ce jeu, vous incarnez Sebastian Castellanos, un flic au look ténébreux. Non, pas lui. Il a en plus un passé douloureux. Mais non, il est plutôt badass. Toujours pas. Le nôtre, il a des troubles psychologiques. Laisse tomber. Pour vous venir en aide, vous pourrez, parfois, compter sur Jelly Killman, qui se trouve être la sœur jumelle d'Elena Harper de Resident Evil 6, et qui possède la capacité de disparaître dans les pires moments ou de se faire piéger bêtement, ainsi que sur Joseph Oza, un personnage qui, en plus de se faire constamment enlever, vous demandera de petits services comme par exemple ramasser ses lunettes qu'il a laissé tomber. Rien de plus simple. I dropped my glasses back there. Fuck. Alors que Sébastien est appelé à enquêter sur des troubles ayant eu lieu dans un asile, il se retrouve projeté dans un monde cauchemardesque, peuplé de monstres issus de l'esprit de Ravik, un psychopathe tout droit sorti d'Assassin's Creed. Vous serez donc confronté à des abominations telles que Leatherface, la fille de The Ring, le bagage du disque monde sous stéroïdes, ou encore la raison pour laquelle votre cousin de 11 ans recommencera à mouiller son lit. En fin de compte, malgré un scénario comportant plus de trous que The Dark Knight Rises, et une fin qui n'apporte aucune réponse à moins d'acheter les 2 DLC, le jeu est finalement assez équilibré, et vous apportera quelques bons moments de stress. Alors, amateurs d'horreur vidéoludique, laissez libre cours au mal dedans. Oh, dis, tu veux pas ramasser mes lunettes? Non. Okay. Bon, bah, je crois qu'on a fini là, il me semble. On a fait le tour, non? Non, il manque encore l'émission culture, non? Ah oui, c'est vrai. Le principal, les films d'horreur qu'on adore depuis notre enfance, qui nous font flipper chaque... Non. Plus vite.
bienvenue dans ce premier épisode du cabinet du cinéphile. Aujourd'hui, pour Halloween, nous allons vous présenter un top 5 des meilleurs films gore à regarder entre amis. Et tout de suite, pour commencer, nous avons Hostel 2. Pourquoi le 2 Bien voyez-vous, en fait, si nous prenons 37 et que nous le multiplions par 87 sur la racine carrée de l'hypoténuse du racine carrée du faux cube, ça fait 2. Exactement. Hostel 2. The Hostel Part 2 est un film d'horreur d'Eli de 2005. Ce film, qui est la suite d'Hostel Part 1, nous raconte le voyage mouvementé de quelques jeunes filles universitaires alors qu'elles sont poursuivies par une bande de tueurs sadiques qui prennent pour plaisir de tuer les gens, en particulier les jeunes qui vont dans des auberges de jeunesse. Le film ne fait pas dans la délicatesse. En effet, chaque mort est plus glauque et perturbante les unes que les autres, à tel point qu'il a été interdit dans plusieurs pays aux moins de 18 ans. Cependant, on aura du mal à bouder notre plaisir étant donné que les slashers sont de plus en plus rares au cinéma. Donc pour tous ceux en manque de films comme Halloween ou Freddy Krueger, je vous conseille ce film. C'est encore en vie, frappe ça. Le prochain film vient tout droit du Japon. Terre des massacres de dauphins et du sushi. Si vous avez des peurs horribles, comme les chiens, les araignées ou bien les anneaux tout simplement, vous allez être servi. Parce qu'il s'agit de The Ring. Ringu en japonais. Bon film. The Ring, ou Ringu dans sa version originale japonaise, est un film de 1998 d'Hideo Nakata. Ce film raconte l'histoire d'une cassette tueuse. Ça peut sembler idiot comme ça, mais dans le déroulement du film, vous verrez, c'est vraiment effrayant. Ce film a fait l'objet d'un remake américain, et aussi d'une suite américaine, qui sont beaucoup moins bonnes. Le film est glauque, mais pas tant que ça reste supportable. Il est surtout effrayant. Donc les fans d'horreur risquent d'être bien servis avec ce film. Donc si vous devez choisir un film, je vous conseille The Ring. Mais la version japonaise. The Ring a réussi à marquer les esprits de manière durable, autant pour le choc apporté par le film et ses scènes d'horreur, autant pour les personnages bien effrayants. Bien effrayant et qui a décidément bien marqué l'imaginaire japonais. Sur ce, bon visionnage. Ah, The Ring, c'est quand même assez flippant comme film. Mais bon, il pourrait y avoir pire. Imaginez que, je sais pas, on essaie de coudre la bouche et l'anus de plusieurs êtres humains entre eux, et pour en faire une espèce de mille-pattes humain. The Human Centipede, un film de 2009 réalisé par Tom Six. Ce film tourne autour de l'idée d'un scientifique enlevant 3 personnes afin de les accrocher les unes aux autres, dans le but de créer un mille-pattes humain. Cette idée extrêmement étrange est venue à Tom Six dans un bar lorsqu'il a raconté une blague à un ami. La base du film est plutôt dégueulasse. L'idée est de rattacher la bouche d'un individu à l'anus de l'autre afin de former ce mille-pattes. Vous voyez bien où ça bloque. Le film est plutôt dégueulasse, assez glauque et il n'y a pas de vrai frisson. Néanmoins, le film a réussi à se faire une petite communauté de fans. Vu l'idée extrêmement bizarre du film, c'est pas étonnant si certains ont été tentés par curiosité de voir ce que ça donnait. Par contre, si vous n'avez pas peur de trucs glauques et que vous voulez vous amuser avec vos amis un soir en jouant au premier qui dégueulera, ce film devrait être parfait pour vous. Et si vous avez encore du courage, sachez que ce film est le premier d'une trilogie. Bon appétit. Il y avait énormément d'anus dans ce film, n'est-ce pas? Mais le prochain film est français. Et il est terrifiant. En effet, qui n'a jamais voulu voir des gens torturés dans une cave? Bon, il y a télé-réalité, mais à part ça. Ah, oui. Dans le prochain film que nous allons vous montrer, préparez-vous à être martyrisé. Martyr, un film de 2008 par Pascal Legier. Il est rare de voir des films d'horreur français, et surtout des films d'horreur aussi traumatisants que les Martyrs. Les scènes de torture sont plutôt hard, et en fait, il est plutôt dur à regarder. Tellement dur qu'il a reçu une classification interdit aux moins de 18 ans, aux salles. Ce qui est plutôt rare de nos jours, surtout pour un film français. Le film se laisse regarder sans déplaisir, si l'on peut dire. Les fans de glauque risquent de vraiment trouver ce qu'ils aiment là-dedans. Certainement pas le meilleur film d'horreur qui a été produit dernièrement, mais il se laisse tout de même regarder. Néanmoins, je tiens à vous prévenir, certaines scènes sont vraiment dures à regarder. Donc, c'est vous qui voyez.
Mais il est tout de même intéressant de voir que c'est l'un des films français les plus réputés au niveau international, en tout cas en ce qui concerne l'horreur. Il fera d'ailleurs l'objet d'un remake américain très bientôt. En conclusion, si vous êtes prêt à regarder un film bien gore, je vous conseille donc Martyr. Vous ne serez pas déçus. C'est l'un des meilleurs films d'horreur produits dans le genre en France ces derniers temps. Donc, bon visionnage. Et voici venir la fin de notre classement des films d'horreur. Et... Allez, laisse-toi, fais pas chier. Allez, donc, pour notre dernier... Arrête de parler, je suis en train de présenter, ok. Bon, pour notre dernier film, nous avons donc choisi de vous présenter deux des plus belles choses inventées par l'être humain. Le cannibalisme et l'Holocauste. Cannibal Holocaust de 1980 par Ruggero Deodato. Ce film est vraiment glauque. On en a déjà vu pas mal avant, mais celui-là mérite sa première place amplement. Il n'est pas juste glauque à cause de certaines mises en scène un peu sanglantes, ou par son histoire, celle de certains documentaristes enlevés par des indigènes amazoniens, mais pour le contenu choquant de l'ensemble. En effet, on voit certaines scènes où des animaux sont tués. Ce ne sont pas des scènes simulées, mais de vraies scènes où de vrais animaux ont été tués. Les scènes sont d'une extrême violence, et même les acteurs humains semblent souffrir réellement. À tel point qu'à la fin du tournage, lorsque le réalisateur a diffusé son film, il a été accusé d'avoir tué ses propres acteurs. Il a été obligé de les présenter à la cour et de montrer au juge qu'ils étaient bien vivants afin d'être disculpé de ces charges. Vous voilà donc prévenu, Cannibal Holocaust est le film gore par excellence. Le film est poisseux, sanglant et même écœurant. C'est pourquoi Cannibal Holocaust est toujours considéré, même aujourd'hui, comme un des films les plus glauques qui ait jamais été tourné. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de notre émission spéciale Halloween. Ah, Halloween, nuit des esprits, nuit de terreur. Nous espérons que vous vous êtes bien amusés avec nous. Et nous vous souhaitons une bonne soirée. À toi. Oh, du sang. Fais dodo. C'est une bonne soirée. Ouais. Oh, moi aussi. Toi, fermière, c'est comme moi. Tu sais, j'ai entendu une légende comme quoi si tu dis 3 fois le nom d'un tueur devant la glace, et ben il vient. Non. Tu crois que ça marche avec la nourriture? Je sais pas. Essaye, on essaye. On essaye. T'es sûr? Frites, chocolat... Gaufre. Gaufre à fond. Ok, on y va. Gaufre, gaufre,